Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Africa Télévision. Merci pour votre fidélité. Ce soir, le débat politique reprend service avec trois grands sous-thèmes. Le 59e anniversaire de l'armée malienne, le sommet de Pau et la présence des forces étrangères, et enfin le déni et ses résolutions. Et pour en parler, mesdames, messieurs, ce soir, nous sommes avec le docteur Oumar Mariko, président du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Monsieur Mariko, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités sur votre plateau. Merci beaucoup. Notre second invité est Dr Amadoune Touré, candidat de l'Alliance Kaïra à la présidentielle du Mali en juillet 2018. Monsieur Touré, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir et bravo pour votre émission. Merci beaucoup. Et enfin, nous sommes avec Dr Shogel Kokala Maïga, président du parti MPR, Mouvement patriotique pour le renouveau. Monsieur Maïga, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci infiniment. Docteur Touré, après l'élection présidentielle, nous n'avons plus entendu parler de vous. C'était un grand silence. Nous voudrions comprendre avec nos téléspectateurs qu'est-ce qui s'est-il passé et pourquoi ce silence. Après les élections, il est normal de laisser tout président élu le laisser travailler et ne pas faire trop de bruit. Sinon, avec un pays qui est en guerre aujourd'hui, je pense que les petites luttes internes ne serviraient à rien. Et donc, j'ai pris la pause nécessaire pour laisser l'équipe travailler. Et je n'ai pas dormi entre-temps. J'ai participé à beaucoup d'événements. J'ai signé l'accord cadre de politique cadre qui a été signé. Je l'ai signé, mais évidemment, j'ai pris soin de le signer après la formation du gouvernement pour ne pas ajouter encore à l'équation que le Premier ministre avait pour former un gouvernement. Parce que si je signais en ce moment, on aurait pu penser que je cherchais un poste ministériel. Je voulais vraiment lui donner la chance de faire ça. Et dès la formation du gouvernement, j'ai été signé cet accord-là. Et j'ai participé au dialogue national à travers mes délégués. Et je l'ai suivi. Et donc, j'essaie de faire en sorte que nous pouvons vraiment dialoguer dans ce pays parce qu'il est temps pour un pays qui est en guerre. Si nous sommes une démocratie, nous devons tout mettre en œuvre pour pouvoir dialoguer. Et malheureusement, ça manque aujourd'hui. Et il est important que certains acteurs se mettent à l'écart pour pouvoir, le moment venu, donner des conseils et pour pouvoir amener les partis ensemble. Et j'essaie de jouer ce jeu-là. D'accord. Le 20 janvier 2019, l'armée malienne aura 59 ans. Alors, que vous inspire déjà cette date du 20 janvier? Oui, vous savez, le 20 janvier, c'est tout un symbole. C'est le symbole de l'indépendance réelle du pays. Quand aucune force étrangère n'était présente dans notre pays en 1960. Et je me souviens encore du fameux discours du président Modibo Keïta, dont nous sommes tous très fiers aujourd'hui. Et malheureusement, le pays est sous occupation maintenant. Le pays est en guerre. Nos militaires sont dans des situations très difficiles. Ils ont besoin du soutien nécessaire. Il y a beaucoup de choses dont nous parlerons certainement au cours de cette émission. Moi, je suis de cette catégorie de personnes qui veut faire des propositions concrètes, pas seulement critiquer. À chaque fois que je critique quelque chose, je donne au moins une ou deux solutions potentielles pour sortir de cela. Et notre armée, présentement, va mal selon beaucoup de gens. Ça nous amène à vouloir savoir si vous pouvez, par exemple, nous raconter un fait d'armes très marquant en fait, dans l'histoire de cette armée malienne. Non, le fait d'armes marquant, c'est que notre armée était quand même vue comme la plus forte armée en Afrique de l'Ouest, sinon en Afrique d'ailleurs, en général. Et cette armée-là a aidé beaucoup d'autres pays à se libérer, y compris des pays voisins, que je ne sais pas inutile de les nommer ici.
Et donc, cette année, cette armée, nous avions la plus belle aviation, la plus forte aviation en Afrique. Nos MiG-21, nous savions que nous étions vraiment soutenus. Évidemment, cette armée a décliné au cours des années par différents gouvernements, souvent par peur de coup d'État, malheureusement, depuis que l'ère de la démocratie est arrivée, souvent par manque de moyens et souvent par erreur politique. Et il est important que tous les acteurs viennent ensemble, puissent dialoguer, pour que nous puissions au moins apprendre de tout un chacun les leçons à tirer, les erreurs qui sont commises. Nous sommes, après tout, dans la société de l'information. Et moi, je dis toujours qu'il serait dommage de commettre une erreur qui a été déjà commise par manque d'information, ou bien de réinventer quelque chose qui a été déjà inventé par manque d'information. Et donc, cet échange et ce dialogue avec tous les acteurs précédents est nécessaire pour pouvoir vraiment trouver des solutions. Il faut que cette armée-là soit bien équipée, il faut qu'elle soit bien formée, il faut que le moral soit relevé. Et pour cela, il y a un certain nombre de choses à mettre en œuvre. On aura certainement le temps d'entrer dans... On en a débattu pendant le dialogue national, et donc on en reviendra là-dessus. Certainement. Monsieur Maïga, alors en ce jour d'anniversaire, 59e anniversaire de l'armée malienne, le 20 janvier 2019, alors cette date vous inspire quoi à vous? Merci beaucoup. Je voudrais commencer par m'incliner devant tous nos militaires qui tombent sur le champ d'honneur depuis des années, rendre hommage à ceux qui se battent au quotidien dans des conditions extrêmement difficiles et dire que la date d'aujourd'hui, me semble-t-il, la seule institution qui fait en quelque sorte l'unanimité, en tout cas presque, c'est qu'il y a des exceptions. En démocratie, l'unanimité est très difficile, mais autour desquelles il y a une sorte de consensus national, c'est l'institution militaire. Parce que chacun a compris que, quelle que soit la voie par laquelle vous arrivez au pouvoir, que vous savez élu, que vous venez par coup d'État, que vous venez au pouvoir par transmission, vous ne pouvez pas exercer le pouvoir sans l'outil de défense. Un État, c'est d'abord la force et le droit. La force pour dissuader quiconque veut en imposer aux citoyens sous diverses formes, et le droit pour protéger les plus faibles contre toutes sortes d'abus. Ce que je retiens de ce parcours de notre armée, c'est quand même un certain nombre de dates fortes. C'est important de dire à la jeunesse malienne que cette armée a un parcours qui a été porté par des hommes de valeur. Il faut rappeler que l'embryon de l'armée malienne a été mis en place le 15 février 1959. À cette date, le président Modibo Keïta a fait appel à colonel Pinana Drabo, qui était encore dans l'armée française à Madagascar, pour venir faire créer le bataillon soudanais de l'armée de la Fédération. Il a ensuite mis en place un autre bataillon, qui est le bataillon, cette fois-ci, de la Fédération, dirigé par Madembassi, qui plus tard a été envoyé au Congo-Léopoldville pour participer, comme Amadou l'a dit, à la libération et à la lutte pour aider d'autres pays. C'est-à-dire que la tradition de présence de l'armée malienne pour aider d'autres pays africains ne date pas aujourd'hui. C'est pourquoi, quand aujourd'hui on est en difficulté, d'autres pays viennent nous aider, je pense qu'il n'y a qu'un retour d'ascenseur. Vous avez ensuite la date de la création de l'armée, le 1er octobre 1960. Parce que beaucoup de jeunes ne savent même pas pourquoi c'est le 20 janvier, la fête de l'armée.
la date de création de l'armée malienne, c'est le 1er octobre 1960, par le président Modibo Keïta. Le 20 janvier, c'est la date à laquelle le président Modibo Keïta a tenu le célèbre discours. Il a demandé à l'ex-puissance coloniale d'évacuer l'ensemble de ses bases militaires sur le territoire malien, à Kaï, à Nyoro, à Kati, à Gao, à Sévaré et à Tessalit. Et donc, on peut dire que c'est un symbole du recouvrement de l'indépendance du Mali. 22 septembre, la proclamation de l'indépendance de la République du Mali. 20 janvier, date de la proclamation du départ des soldats français du territoire malien. Le dernier soldat a quitté, je crois, 8 mois plus tard. Et depuis, nous avons donc cette armée. Et depuis, cette armée a été sur tous les chantiers. Chaque fois que notre peuple a eu besoin de l'armée, que ce soit pour défendre son intégrité territoriale, que ce soit pour défendre l'unité de la nation, que ce soit pour participer à la lutte contre les catastrophes naturelles comme les grandes sécheresses, que ce soit pendant les actions de développement. Tout le monde sait le rôle que l'armée joue dans les différentes actions de développement, des aménagements pour l'irrigation à l'Office du Niger, la construction des routes, et ainsi de suite. Ce n'est pas un fait particulier que Vous vous savez, quand on parle de l'armée malienne, en choisissant un fait, on risque d'être réducteur. Je vais juste en citer quelques-uns, pas beaucoup. Hein. Vous savez, en 1973, beaucoup de jeunes Maliens ne savent pas, nous avons eu une sécheresse qui a décimé la totalité du bétail au nord et une bonne partie de la population était morte de famine. Il n'y avait pas de route. Le bateau, c'était pendant quelques périodes. Vous avez vu, le pont aérien, c'était une véritable opération de guerre que l'armée avait installée pour aider les populations à les nourrir, à les aider. Beaucoup ont oublié ça. C'était vraiment des opérations comme si le pays était en guerre contre la sécheresse. Vous avez les 2 guerres que nous avons eues avec un pays voisin que tout le monde connaît, à l'issue desquelles, d'ailleurs, aujourd'hui, le Mali a recouvré à la suite du procès à La Haye la partie du territoire qui était disputée, plus 4 villages, et le territoire malien a augmenté officiellement de plus de 1000 km². Vous avez ensuite, vous savez, en 1968, il y a une tentative d'occupation. Il y a un pays, je ne vais pas les citer, mais vous imaginez, implanter un drapeau dans la partie sud du territoire malien avec les mouvements de quelques blindés. Je crois que 48 heures après, ils se sont retirés. Après la guerre de 68, de 86, la même chose à la frontière avec la frontière Est. Mais ce que je veux retenir en dernier point, 2 faits d'armes importants. C'est la célèbre bataille de Taïkaren, qui a consacré la victoire militaire de l'armée sur la rébellion de 1990. Et enfin, ça c'est très important, la grande résistance patriotique de nos militaires le 24 janvier à Guelhok. Le commandant Sékou Traoré, avec ses soldats qui se sont battus pendant des jours contre une coalition de terroristes, de narcotrafiquants de tout genre, et qui sont tombés en panne de munitions. Ils ont résisté jusqu'à ce qu'ils ont tous laissé leur vie. Voilà des citations qui peuvent nous donner de la fierté aujourd'hui. Merci bien. Merci, M. Maïga. M. Mariko, quant à vous, que vous inspire cette date et quel fait marquant à nous raconter par rapport dans l'histoire de cette armée? Je vous remercie. Je vous remercie. Ma pensée pieuse va également aux populations de la région de Mopti, qui sont, hélas, victimes et des milices, je dis bien hélas, et de notre armée. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali pose la problématique de l'armée, du type d'armée que nous avons et du type d'armée dont nous avons besoin. Pour pouvoir le comprendre, il faut comprendre que l'armée malienne, qui a été créée le 1er octobre 1960,
a été le fait du politique. Nous n'avons pas eu une armée qui s'est constituée comme en Algérie, comme dans d'autres pays pour aller à la conquête de l'indépendance. Non. Nous avons eu une armée qui a été décrétée par des hommes de vision et qui lui ont essayé de lui forger une doctrine. Ça me rappelle deux choses. Le fait de dire que l'armée est le fait d'une création politique, du combat politique qui a été mené pour que nous puissions aller à l'indépendance, ça me rappelle les propos de feu mon père. En 1979, il était venu au congrès de l'Union démocratique du peuple malien, le congrès constitutif de l'UDPM. Il a dit des vérités. Il a dit, compte tenu de toute la situation du Mali, il a dit que le soldat d'hier, devenu le tirailleur d'hier, devenu soldat aujourd'hui, sache qu'il exploite là le fruit de notre indépendance et doit en faire sa leçon de tous les jours. Alors donc, ça veut dire que l'armée est le fruit du combat des hommes et des femmes syndicalistes qui ont pu être rassemblés par l'Union soudanaise de Réa, du président Modibo Keïta, et qui a donc décrété qu'il fallait créer une armée pour donner au Mali son entière indépendance et sa souveraineté. Donc le problème de l'indépendance, de la souveraineté est aujourd'hui posé. Il est posé. Qu'est-ce qui a fait parler à Modibo d'indépendance, de souveraineté? Le président Modibo a compris très rapidement, il a compris très rapidement que pour asseoir les bases d'une indépendance réelle, il fallait une armée. Vous savez, dans mes lectures, j'ai découvert des choses qui m'ont donné la chair de poule. C'est le choix même du 20 janvier. Le 20 janvier, selon certaines littératures, c'est la magnificence ou la revanche du peuple malien sur la reddition de Firoun. Parce que vous savez, en 1898, Babemba a été vaincu, Samori aussi a été vaincu en 1900. En 1903, il a fallu vaincre Firoun pour que la France établisse son empire colonial sur le Soudan. Alors donc, ça c'est extrêmement important pour un Modibo qui tenait véritablement à des dates et à la symbolique des dates. C'était important de dire que le peuple malien, souverain, indépendant, proclamait le 20 janvier comme étant la demande du départ de l'armée française de notre territoire. C'est d'autant plus important qu'il faut préciser que l'armée malienne a été construite par la sueur, dans la douleur, dans la mesure où le colon français, lorsque Modibo a fait la proclamation de l'indépendance pour leur demander, disons, de la souveraineté du Mali, pour leur demander de partir, la France a tout cassé. Il faut qu'on le dise. Dès que Modibo a demandé, a posé le problème de la création de l'armée malienne, les Français se sont permis, les autorités coloniales françaises se sont permis de poser des questions aussi claires que ça à tous les Maliens qui étaient des militaires. Que voulez-vous? Rester avec nous Français ou partir avec la République du Mali, qu'ils sabotaient déjà. Alors, beaucoup de Maliens, ce n'est pas le cas de tous les militaires, beaucoup de militaires maliens qui étaient sous le drapeau colonial ont dit « nous préférons aller avec notre pays ». Et la France, en partant du Mali, il faut le noter, ils ont tout emporté. Les camions militaires, ils ont emporté, les armes, ils ont emporté, tout ce qu'ils ne pouvaient pas emporter, ils ont détruit, ils ont brûlé sur le champ. Comme ils ont fait à la proclamation de l'indépendance de la Guinée-Conakry. Donc, ceci montre déjà ce qui attendait le régime de Modibo Keïta. La souveraineté et l'indépendance ont un prix. Et donc, déjà, le 12 octobre 1960, Modibo avait déjà commencé, 1961 plutôt, Modibo avait déjà commencé à donner une doctrine à l'armée. Donc c'est là où il proclame que la notion du soldat tueur doit être remplacée par la notion du soldat bâtisseur. Ça c'est aussi important pour moi. Et là, dans ces conditions, Modibo
construisez une armée du peuple, respectueuse du peuple, qui protège le peuple. C'est pourquoi, d'ailleurs, quand vous écoutez l'hymne national de l'armée, l'hymne de l'armée, ils disent soldats engagent librement. Nous ne sommes pas des conquérants, mais oui, nous disons halte à tout tyran. Quand il parle de le soldat engagement, nous nous engageons pour ce pays de donner au Mali tout le sang de notre corps pour bâtir un pays prospère et fort. Nous devons manier en fusil et daba, c'est-à-dire que l'armée va manier le fusil et la daba. Donc ça va être l'armée de défense de l'intégrité territoriale et en même temps ça va être l'armée de développement qui va s'impliquer dans la construction nationale. Et c'est pour cette raison que cette armée encadrait le service civique, cette armée était sur les champs, etc. Ça c'était une doctrine, c'était une orientation que l'armée malienne a connue sous le fait politique. Ça veut dire simplement qu'une armée est ce qu'elle est par la vision politique de son pays. Donc ce point de vue est extrêmement important à noter, mais le parcours de l'armée n'est pas aussi brillant qu'on puisse le croire. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation où des choses doivent être dites. La grande muette a cessé d'être muette dès lors que des soldats vont voir des députés pour expliquer leurs problèmes. Elle n'est plus muette dès lors que l'institution est bafouée par le fait politique. Ça veut dire que nous avons quitté cette appréciation de l'armée du peuple pour venir à une force organisée, cantonnée au service du régime. Je pense qu'à partir du moment où le régime, la doctrine militaire de Modibo Keïta a été changée et nous sommes retrouvés dans une doctrine militaire où l'armée devient une armée du régime, des régimes successifs. De ce point de vue-là, point de vue-là, il y a beaucoup de choses à dire par rapport, hélas, à notre armée. Et Choguel faisait tantôt allusion, je crois qu'il faisait tantôt allusion, il n'a pas dit le nom du pays, à la Guinée-Conakry. Moi, je peux dire, témoin, à l'époque j'étais très jeune, témoin, nous étions à Yanfoulila, lorsque pour un banal problème entre paysans et éleveurs guinéens et maliens, l'armée malienne s'est transportée à Yanfoulila pour soi-disant aller donner une leçon au président Sékou Touré. Mais la vérité, c'est qu'en 1968, Sékou Touré a désapprouvé le coup d'État de 1968. Il a fallu Sékou Touré pour nous éviter cette guerre. Parce que, et là, je lui rends hommage, nous étions tout petits, 5e année fondamentale, et nous déjeunions avec des militaires qui étaient des amis de mon grand frère, à Yanfoulila. Alors donc, Sékou a dit, si le Mali veut, il peut commencer à bombarder depuis Conakry, et depuis Bamako jusqu'à Conakry, il n'y aura pas un seul soldat guinéen qui va faire face à l'armée malienne. Parce que c'est l'armée du Mali et de l'Afrique. Alors donc nous avons évité ainsi cette guerre. Et aujourd'hui, nous sommes beaucoup interpellés sur la nature de l'armée par rapport à la situation générale. Pour que nous puissions véritablement sortir une armée de type nouveau qui puisse nous sortir de cette situation. D'accord. Merci, Monsieur Marico. Monsieur Touré, une question aujourd'hui sur toutes les lèvres. Est-ce que notre armée en l'état peut assurer notre sécurité? Sinon, que lui faut-il pour ce faire? Oui, notre armée est dans une situation très difficile aujourd'hui. Elle a besoin d'équipement, elle a besoin d'entraînement, elle a besoin d'un moral. Le moral de l'armée est au plus bas aujourd'hui. Et il y a certaines petites touches qui seront nécessaires. Vous savez, quand nos militaires meurent, quand nos militaires meurent et qu'ils sont enterrés sur le lieu de leur décès par leurs collègues, qui les laisseront là-bas, ce n'est pas encourageant. Et quand vous avez un parent qui meurt et que vous n'avez pas vu son cadavre, vous ne ferez jamais le deuil. Nous sommes l'un des rares pays qui n'a pas un cimetière pour ses militaires. Nous sommes un des rares pays qui n'a pas la flamme éternelle pour le soldat inconnu. Nous sommes un des rares pays qui ne fait pas tous les hommages, rend pas tous les hommages à nos militaires, nos vaillants militaires qui sont décédés sur le champ de bataille. Et pourtant, c'est
intéressant de voir que nos gouvernements vont aux obsèques des autres pays et sans organiser des obsèques chez nous-mêmes. Et cela est vraiment dommage. Et il est nécessaire que cela change. Quand un militaire est blessé et qu'il est laissé à lui-même, ce n'est pas du tout encourageant pour ses parents et pour ses autres collègues. Et donc, le service social de l'armée doit être au plus fort. Et je suis sûr que le peuple malien sera derrière tout gouvernement qui va pouvoir vraiment mettre cela en œuvre. Et donc, l'armée, pour répondre à votre question, l'armée n'est pas prête aujourd'hui. C'est pourquoi d'ailleurs nous avons demandé de l'aide. C'est normal. Au moment où nous étions forts, nous avons aidé les autres. Et donc, on peut demander de l'aide aujourd'hui sans complexe. Mais quitte à nous-mêmes contribuer. Mais évidemment, il y a un certain nombre de conditions à mettre en place quand il y a la présence de forces étrangères dans votre pays. Le fait d'être présent à nous aider ne te donne pas une carte blanche pour faire des opérations dans le pays comme tu veux, sans coordonner avec l'armée. Je pense qu'il y a suffisamment de militaires maliens qui pourront aller en sortie avec les militaires étrangers afin que nous puissions résoudre ce problème ensemble. Le survol du territoire de n'importe quel pays ne peut se faire qu'avec l'avis, la permission et l'aval des autorités de ce pays-là. Et nous sommes dans une situation où les soldats étrangers qui viennent font leurs opérations sans nous informer. Nous avons été informés que certains chefs rebelles ont été tués un mois après que cela a été fait. Nos militaires auraient dû participer. La France a perdu 13 militaires en opération. Bon, j'aurais souhaité qu'il y ait des militaires maliens avec eux au moment où ils faisaient cette opération. Mais on n'aurait jamais su cette opération si ce malheureux accident ne se serait pas passé. Donc, et c'est des pays, des soi-disant pays amis qui viennent. Donc, si nous leur posons ces conditions-là, je crois qu'ils peuvent comprendre. Sinon, je ne vois pas de raison pour que nous ne faisons pas une coopération qui nous permettrait d'avancer. Mais malgré tout ce qui se passe en son sein aujourd'hui, alors que sommes-nous en droit d'espérer, malgré tout, de notre armée? Non, en fait, il y a beaucoup cette armée est en train d'être formée, elle est en train d'être remise en place. Seulement, quand il y a des marchés de mauvaise qualité qui ont été mis en œuvre, l'achat de nos avions, on se rend compte qu'on a acheté des avions pourris et aucune tête n'est tombée. On se rend compte que c'est pas possible. Il faut que quelqu'un rende compte à cela. Parce que c'est des militaires maliens qui sont morts, des hommes maliens qui sont morts à cause de ça. Et donc, nous pouvons comparer cela à des faux médicaments. Si vous vendez en pharmacie des faux médicaments, vous tuez des malades, sciemment. Si vous achetez des mauvais appareils pour nos militaires, vous laissez nos militaires en péril. Et ça, c'est dangereux. Et il faudrait qu'il y ait des responsabilités qui soient désignées pour cela. Et donc, ça, c'est des mesures qui peuvent permettre de relever le moral de l'armée. Mais ce n'est pas le cas encore. Mais même si elle est malade, qu'est-ce que nous pouvons espérer d'elle? Mais nous pouvons espérer beaucoup de choses. C'est une armée très vaillante. Mais je vous dis, une armée ne peut pas combattre sans idéologie. Une armée qui n'a pas un motif réel pour lequel il combat. Et ça, il va falloir remettre. Toute notre société est à reconstruire. Il y a beaucoup de choses. Depuis à l'école. Avant, on chantait l'hymne national à l'école. Évidemment, ça vient de recommencer maintenant. Sinon, on ne le faisait pas. Le patriotisme a complètement disparu. Certains djihadistes se battent à cause d'un idéal. Il faut que nos militaires se battent aussi pour un idéal qui est l'indépendance de notre pays. Il faut que cela soit compris par tout le monde et qu'on leur donne le soutien nécessaire pour cela. Et la confiance. Il faut qu'il y ait une coopération entre les civils, les villageois, dans les zones rurales, avec nos militaires
pour le renseignement. Malheureusement, certains de nos services de renseignement passent plus de temps à des filatures de politiciens comme nous, au lieu d'aller chercher les criminels. Hein, c'est quelque chose à déplorer. Hein, et donc, il faut vraiment changer toute cette équation et puis se remettre au travail, redonner confiance à ce pays-là et à son armée. Et ce pays va se relever. On a vu des pays tomber beaucoup plus bas que ça. Ils se sont relevés. Vous savez, quel que soit le pillage qui va être fait dans le pays, quel que soit le niveau de sous-développement que nous allons avoir, s'il y a une bonne gouvernance, nous pourrons nous relever. Et ce pays va se relever. On a des bons hommes. Moi, je dis toujours que je suis venu à cette fameuse conclusion où je dis la somme finalement des Maliens est inférieure au total. En mathématiques, 1 plus 1 font 2. En politique, 1 plus 1 font 3 au moins. C'est vrai. Mais il se trouve qu'au Mali, ici, 1 plus 1 font moins que 0, malheureusement. Parce que nous avons des hommes très brillants individuellement. Nous avons des hommes très brillants individuellement. Mais nous n'arrivons pas à faire cette synergie, à mettre leur intelligence, leurs efforts ensemble pour que la résultante soit supérieure à chacun d'eux individuellement. Et c'est ça qui nous manque dans le pays. Je prends un pays comme les États-Unis, je dirais la somme est supérieure au total. Les hommes, à cause des institutions fortes, arrivent à additionner leurs forces et à avoir quelque chose de mieux. En Europe, je dirais c'est pratiquement égal au total, mais chez nous, malheureusement, c'est le cas. Et nous avons des gens très brillants. Je me permets, laisse-moi finir ce point-là, c'est très important pour moi. Rapidement un peu. Oui, oui, d'accord. Mais je donne l'exemple de la transition de 2012. Nous avions un professeur de mathématiques comme président, doté d'une logique cartésienne. Un professeur de mathématiques, avec toute l'expérience qu'il avait. Nous avions un ingénieur de la NASA comme Premier ministre, doté aussi d'une logique cartésienne. Je le connais, c'est mon promotionnaire. Je l'ai vu faire son PhD à Washington. Et très brillant. Bon, alors, la somme des deux, est-ce que c'est supérieur au total des deux? Je laisse le jugement à chacun. C'est ça qui nous manque. Il y a un problème. Pris individuellement, nous sommes brillants, mais pris en société, il y a quelque chose qui manque. Donc, nous devons nous asseoir et vraiment faire le pas. Partout où je suis parti dans le monde, j'ai eu la chance de voyager dans plus de 184 pays pendant ma carrière. Partout où je suis parti, j'ai trouvé un Malien, quelque part, qui est le centre des activités auquel on fait confiance et qui est vraiment l'objet de respect. J'ai eu la chance souvent d'être respecté à cause des Maliens qui m'ont précédé. Comment se fait-il que nous faisons tout ça à l'extérieur et que quand nous venons chez nous ici, on ne peut rien faire? Ça, c'est un problème. Et il va falloir qu'on s'asseye pour le discuter très franchement. Merci, M. Touré. M. Maïga, notre armée est malade, en tout cas, tel est l'avis de beaucoup de gens. Mais néanmoins, que sommes-nous en droit d'espérer d'elle? Et surtout, quels sont nos devoirs vis-à-vis de cette armée? Vous savez, l'armée... Oui, c'est bon. L'armée, c'est un outil de travail dans les mains du politique. Il ne faut pas se tromper. L'armée est ce que le politique veut qu'elle soit. Vous savez, l'armée malienne, j'ouvre une petite parenthèse, je ne sais pas, Mariko, si c'est du même problème dont on parle à la frontière de la Guinée. Je crois qu'on ne parle pas du même problème parce que Sékou Touré, que je sache, je ne connais pas ses sentiments, mais je sais qu'avant sa mort, il voulait fusionner avec le Mali. N'eût été son décès d'ailleurs. Donc s'il avait une aversion pour le régime qui a succédé, je ne suis pas sûr. Et puis d'ailleurs, je me demande en 5e année comment tu pouvais savoir à 12 ans tout ce que Sékou Touré avait dit, qu'est-ce que les soldats s'étaient dit. Bon, mais vous savez, il y a le roman en politique, on peut, pour asseoir son idéologie, moi je suis d'accord que
on dise beaucoup de choses, mais il faut surtout être sûr que c'est irréfutable. Vous savez, en 1960, il y a eu des malentendus majeurs. Ça, c'est important que les Maliens le comprennent. Lorsque le colonel Abdoulaye Soumaré a été appelé par le président Modibo Keïta, il est venu au Mali à la demande du président Modibo Keïta en tant que coopérant militaire français. Et lorsque le président Modibo Keïta l'a désigné comme chef d'état-major général de l'armée malienne, il l'a élevé au grade de général. Le 28 décembre 1960, la France s'est opposée à refuser cette nomination, obligeant du coup le colonel à renoncer à sa nationalité française par fidélité au président Modibo Keïta. Vous savez, donc les choses se sont accumulées, plus les précédents, il y avait beaucoup de choses, ce n'est pas le sujet. Le 20 janvier, possiblement il y a des liens avec ce qui s'est passé avec Firoun. La date, comme c'est des mémoires qu'on cite les dates, il a dit 1903, c'est en 1916. Le 20 mai 1916, la grande bataille d'Andrabokan. Ce qui est sûr, c'est que l'épopée des grandes figures de la résistance a nourri les pères de l'indépendance. Ça, c'est indiscutable. Notre armée, à la date d'aujourd'hui, je vais vous dire, moi je suis persuadé, j'en suis convaincu, qu'il y a les hommes au Mali pour faire de notre armée l'une des meilleures armées en Afrique, à 3 conditions. La première, il faut qu'il y ait des hommes politiques qui aient une vision de quel type d'armée ils veulent. Est-ce qu'ils veulent une armée où on distribue les grades, où on peut devenir même capitaine sans tirer une balle, où on devient général sans avoir jamais dépassé Mopti, ou bien on veut une armée où les gens ont les grades parce qu'ils les méritent au combat. Est-ce qu'on veut une armée où le soldat se reconnaît dans le commandement? Et ça, c'est l'un des grands problèmes de notre armée. Vous pouvez demander à tous les spécialistes. L'un des grands problèmes de notre armée, il y a un problème de commandement. Pour que le soldat aille à la bataille, il faut qu'il ait confiance à ses chefs. Il faut que ses chefs donnent l'exemple. Je viens de vous donner l'exemple du capitaine Sékou Traoré. Mais il aurait pu fuir avec ses soldats, ou bien se rendre dès les premiers jours. Mais ils se sont sacrifiés. Je suis sûr qu'il y a des hommes comme ça dans notre armée. Mais pourquoi ils se sont trouvés dans cette situation? C'est de la responsabilité du politique. Quand vous envoyez des soldats au front, ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas à boire, ils ne sont pas équipés. Ne venez pas dire après dans des meetings que les soldats fuient. Moi, j'ai entendu des hommes politiques ici à Bamako et à l'extérieur dire que nos militaires, au premier coup de fusil, ils fuient, que c'est des militaires d'opérette pour faire les coups d'État. Ce n'est pas vrai. C'est le politique. C'est les politiques qui ont trahi notre armée. Et c'est ça que nous vivons, c'est cette conséquence-là que nous vivons. Nous sommes là-dedans d'ailleurs aujourd'hui. Donc, le commandement. La deuxième des choses aujourd'hui, on est un pays très vaste. Tant que vous n'avez pas la suprématie dans les airs, vous ne vaincrez pas le terrorisme. Il faut une force aérienne puissante. Lorsqu'il y a eu l'attaque à Ndélimane, vous imaginez de 11h jusqu'à 17h, il n'y avait pas d'appui. Mais en ce moment, ne vous en prenez pas aux militaires. L'appui aérien, donc je dis le bon commandement, l'appui aérien et le soutien de la population. Je crois qu'on est en train d'en parler, beaucoup de gens en parlent, mais on ne donne pas le même contenu au soutien de la population. Moi, je vois beaucoup d'associations qui manifestent, soi-disant, qui soutiennent l'armée. Mais ceux-là qui marchent pour dire qu'ils soutiennent l'armée, c'est les mêmes qui applaudissent, ou qui protègent, ou qui vont dans des meetings pour applaudir à ceux qui ont détourné l'argent destiné à l'armée. Vous croyez qu'ils sont sincères dans leurs manifestations? Moi, je ne les crois pas. Donc, il y a eu plein de manifestations dans le pays, soutien à l'armée, parce que c'est un peu la mode.
il faut que le pouvoir politique laisse l'armée travailler, qu'on donne à l'armée les moyens de travailler, qu'on ne détourne pas les moyens de l'armée, qu'il y ait des promotions équitables. Il y a une commission d'enquête qui a été mise en place sur le détournement de l'argent destiné aux avions et aux hélicoptères. À la date d'aujourd'hui, il n'y a rien. Pourquoi? On aurait pu éclaircir ça avec autant de célérité. En 2014, on a tué combien de nos militaires à Kidal? 150 ont été sacrifiés plus sur les administrations. On n'a pas fait d'enquête pour tirer les leçons. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une erreur, dans un pays, on tire les leçons. Donc voilà ce que je pense. Un bon commandement, les vecteurs aériens, une bonne organisation et le soutien de la population. Monsieur Marico, notre armée est malade, tout le monde le dit. Mais en attendant qu'elle se rétablisse, nous, citoyens, avons besoin de protection, par exemple, avons besoin de sécurité, par exemple. Que sommes-nous en droit d'espérer de notre armée, malgré tous les problèmes qui la minent? Et qu'est-ce que nous devons avoir comme devoir vis-à-vis de cette armée? Je ne parle pas de politique, mais nous, citoyens. Oui, bon, et ça ne peut pas aller sans les... Le politique. Ça ne peut pas aller sans les politiques. Hein. Et je veux dire que le romantisme fait partie de la vie et de la politique. Et donc, ce qui s'est passé à Yanfolila en 1969 est connu de tous ceux qui veulent savoir véritablement, qui sont au courant de la vie politique de ce pays-là. Il y a 12 ans, on sait beaucoup de choses, surtout quand on mange dans le même plat que des militaires qui sont au front, qui étaient aux 4 points cardinaux de Yanfola, et les populations de Yanfola m'entendent. Je ne raconte pas des balivernes. Maintenant, si vous permettez, je voudrais juste confirmer ce que vous dites, c'est vrai. Vous confirmez. J'étais là, voilà. J'étais au lycée voilà. à l'époque. Ils étaient tous là. On l'a bien suivi. Et le commandement, c'était Youssouf Kissima Doukra. J'étais là. Alors donc, grâce à Sékou Touré, il n'y a pas eu la guerre. Ça veut dire simplement, ce que je voulais ressortir par là, c'est que la guerre est politique. C'est une façon de continuer la politique qu'on fait la guerre. Et ce n'est pas l'armée qui est malade. C'est le pouvoir politique qui est malade. C'est le pouvoir politique qui a une nouvelle orientation. Et une orientation qui ne protège pas le Mali, qui ne garantit pas sa souveraineté, qui ne colle pas au 20 janvier 1961. Et je dois préciser que le général Soumaré n'est pas venu en coopérant. Le général Soumaré a eu la confiance de Modibo par le fait qu'à l'éclatement de la fédération, il a pris des positions courageuses à l'endroit de la délégation malienne. C'est sur cette base de confiance qu'il est venu, donc politique. Alors donc, au Mali aujourd'hui, on a raconté beaucoup d'histoires. Moi, je pense simplement qu'il y a deux armées, deux types d'armées, parce qu'il y a deux républiques en réalité. Il y a la République au moment de Modibo Keïta, qui avait une tendance à construire une armée. Ils ont rassemblé, dans un premier temps, tous ceux qui savaient tirer des armes et qui avaient servi dans l'armée coloniale. Ils ont rassemblé ce qu'ils pouvaient rassembler et maintenant ils ont travaillé pour leur donner une orientation et une doctrine. Si j'évoque cette situation, c'est parce que nous sommes dans une situation de guerre où pour que l'armée puisse gagner une guerre de cette nature-là, il faut qu'elle soit soudée aux populations. Il faut qu'elle soit avec les populations. Si l'armée n'est pas avec les populations, elle échoue. Vous avez beau avoir les bons services de renseignement, vous avez beau avoir dans tous les niveaux, si le peuple n'est pas avec son armée sur le terrain, alors c'est l'échec. Parce que la rébellion ou le mouvement de rébellion se sert des fautes de l'armée régulière. Cela est connu dans les classiques. Maintenant, aujourd'hui, l'armée malienne, tout se passe comme si il y a un complot pour détruire l'armée nationale. Comme il y a eu un complot pour détruire l'économie nationale. Et de ce point de vue-là, vous voyez le commandement militaire. Le commandement militaire aujourd'hui est complètement détaché de la vie militaire sur le terrain. Allez-y voir les hommes sur le terrain, comment ils souffrent, dans quelles conditions ils sont. J'ai donné simplement un exemple en passant. Les gens ont dit oui, il a fait une divulgation de secrets, il a vendu des secrets de l'armée aux ennemis. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que l'ennemi c'est plus que moi. Parce qu'il est sur le terrain, il vit. Regardez simplement nos militaires. Pour quitter Kati, pour aller
sur le front, ils poussent les voitures. On les voit pousser les voitures. Les voitures dans lesquelles ils doivent travailler, on les voit. Des voitures en mauvais état, déjà ici. Depuis longtemps, nous avons décrié qu'il y avait les avions, n'étaient pas des avions qu'il fallait. On a décrié qu'il y avait des chars qui étaient sous les hangars. On a tout dit. Mais absolument rien n'a changé. Vous savez que même pour les cartouches, pour aller sur le front, l'armée malienne manque énormément de cartouches. C'est ahurissant. C'est ahurissant pour une unité. Un soldat qui va sur le combat, sur le front, qui a besoin de 250 cartouches. Vous savez, on lui donne 90 cartouches. Déjà, au moment où les forces extérieures, les forces ennemies, ont des chaînes de cartouches, les autres, on leur compte les cartouches, on leur donne. On transporte les militaires de Bamako jusqu'à Douanzan pratiquement, sans armes, sans munitions. Ça, c'est une réalité, là. Et ensuite, donc la chaîne de commandement se permet des écarts extraordinaires. Vous savez, quand Amadou Aya Sanogo a fait le coup d'État du 22 mars 2012, il a changé les conditions des militaires en introduisant ce qu'ils ont appelé la prime de chaleur, qu'on appelle la prime Aya, qu'on appelle en réalité, techniquement, c'est la prime d'opération. Cette prime d'opération, les militaires sont sévrés de cette prime. Il arrive qu'on coince des gens, on vous punit à 24 heures de la paye de la prime et vous ne bénéficiez plus de la prime. Ça, c'est au niveau du commandement. Mais en définitive, au niveau du commandement. En définitive, l'armée est abandonnée par le pouvoir politique. Il est abandonné par le pouvoir politique et cela se reflète sur le niveau stratégique et donc le niveau opérationnel ne peut pas travailler. Et de ce point de vue-là, et quand on met ces hommes dans des conditions aussi pénibles que ça, quel type de relations vont-ils cultiver avec les populations sur place? Donc, finalement, les populations se plaignent de l'armée se plaint de l'armée, et nous nous trouvons dans un cercle vicieux. Et le commandement suprême n'arrive pas à dire à l'armée dans quelle guerre elle est. On ne le dit pas. Exemple, la guerre contre le djihadisme. La guerre contre le terrorisme. Et puis on dit, non, c'est une guerre asymétrique. Donc on ne sait pas qui est l'ennemi. D'où vient l'ennemi? Tout ça, c'est pour maquiller, en réalité, l'ennemi qui a mis le virus dans notre pays, qui est de deux. C'est-à-dire l'ennemi extérieur et l'ennemi interne qui a détruit progressivement le potentiel militaire du Mali et qui envoie aujourd'hui les jeunes à la boucherie. Donc la problématique, elle est là. C'est-à-dire que le politique est responsable de cette situation. Et tant qu'on ne règle pas la question politique, alors il ne faut pas espérer avoir une armée plus que ça. Merci beaucoup, Monsieur Mariko. Là, monsieur, je vous rappelle que l'association invitée aujourd'hui est l'Union nationale des sociétés coopératives des exploitants et producteurs forestiers. Nous saluons la présence de leur président, Monsieur Abdoulaye Konaté. Il est temps de demander à Iboussi alors ce qu'il a concocté pour nous ce soir. Oui, bonsoir, Monsieur Robert Dissa. Bonsoir à tout le monde, les invités, ceux qui ont accepté de venir. Effectivement, nous recevons aujourd'hui l'Union nationale des sociétés coopératives des exploitants et producteurs forestiers. Donc, c'est les gens qui protègent nos forêts. Alors, ils ont été créés le 9 juillet 2019. Et pourquoi? Parce qu'il y avait la coupe abusive des bois, comme vous le savez. Et c'est contre cela, effectivement, qu'ils ont été créés. Alors, ils ont fait du reboisement à Wolodo, dans le cercle de Kolokani. Et donc, c'est 10 hectares. Nous avons le président ici, qui est là, M. Konaté, qui peut se lever, s'il vous plaît. Et il y a Tidiane Silla aussi qui est là. Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous, voilà, qui sont là. Ils font du bon boulot, hein. Ils ont fait un plan d'aménagement, ils protègent la forêt et la faune de manière générale. Alors, il a une question à poser, je ne sais pas à qui il va la poser. Et ensuite, on a M. Paul Tembili qui va poser une question. Voilà. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Tout le plaisir pour nous de participer à ce débat. Et nous sommes très, très ravis. Ma question est une seule. Maintenant, en écoutant ces différentes personnalités politiques de notre République, la question dont je vais le poser, avons-nous une armée républicaine ou bien une armée d'esclavage?
C'est ce que je veux savoir. Merci beaucoup. Alors, avons-nous une armée républicaine ou une armée d'esclavage? Alors, l'expression armée d'esclavage, personnellement, je ne sais pas ce que ça veut dire. Voilà, mais... ok. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez dire par... Ok, merci. Bon, une armée d'esclavage, c'est quoi? Tout ce que je viens d'entendre ce soir dans cette salle donne une grande confusion sur les réalités. Parce qu'en écoutant M. Marico, j'ai compris quelque chose, ainsi que M. Sogal Kogala Maïga qui donne des dates précises. Mais maintenant, quelle est la remède vraiment pour avoir une armée à notre niveau, une armée qui peut nous protéger, une armée qui peut être indépendante de la politique? Parce que nous savons qu'au Mali, il y a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Bon, maintenant, je veux savoir quel type d'armée, selon eux, en tant que politiciens, en tant qu'éclaireurs de la vie politique, qui nous donnent des explications. D'accord. Et aussi, nous allons répondre à cette question avant de prendre merci. le deuxième intervenant. Donc, M. Marico, M. Maïga, vous êtes interpellés. Alors, une armée indépendante de la politique, surtout. Merci beaucoup. Vous savez, c'est une illusion de croire qu'il peut y avoir une armée indépendante de la politique. Il dit l'armée, c'est un outil de travail dans les mains du pouvoir politique. Mais cela sous-entend que ce pouvoir politique est réellement au service du peuple. En ce moment, il met l'armée dans les conditions de sa mission. Il ne cherche pas des militants. Il ne cherche pas des courtisans dans l'armée. Il ne cherche pas à distribuer les grades parce que c'est des porteurs de ceci et cela. Il cherche à construire une armée qui défend l'intégrité du territoire, qui défend les institutions, qui défend la République. Mais ce même pouvoir politique, s'il veut tuer l'armée, mais il le fait. Vous regardez dans tous les pays du monde, tous les pays qu'on respecte, c'est principalement à cause de leurs forces armées. L'Amérique a le budget le plus élevé. Vous mettez tous les budgets de tous les pays du monde réunis, celui des États-Unis est plus élevé que ça. Dès que le président s'est installé, l'une de ses premières préoccupations, augmenter le budget de l'armée. Emmanuel Macron installé au pouvoir, première visite à l'extérieur à son armée, augmentation du budget de 30% pour les 5 prochaines années. La Russie, tout le monde sait que l'économie de la Russie, ce n'est pas une économie très puissante. C'est l'équivalent de l'économie de l'Espagne. On les respecte pourquoi? La force. Et donc, quand un dirigeant politique s'installe à la tête d'un État, son premier souci doit être la sécurité des personnes et des biens. Tout pouvoir politique qui ne peut pas assurer la sécurité des citoyens n'est pas légitime. Quel que soit ce qu'il dit, élu 90%, 70%, il ne peut pas être légitime. Parce que la légitimité, ce n'est pas seulement les votes. Surtout les votes, on connaît chez nous comment ça se passe. Hein. Deuxièmement, j'ai dit ce dont notre armée a besoin aujourd'hui, c'est d'une vision, d'un bon commandement, des bons équipements, avec la priorité aujourd'hui à l'équipement aérien et des bons services de renseignement. L'équipement, le renseignement, le bon commandement. C'est les premiers remèdes aujourd'hui pour pouvoir espérer remonter la pente. Maintenant, tout ce qui a reproché à l'armée, vous savez, les sujets de l'armée, c'est des sujets extrêmement sensibles. C'est pourquoi vous nous voyez tous, on ne veut pas aller trop dans les détails, parce qu'on risque d'apparaître comme si on dessert. Sinon, si on devait dire tout ce qu'on reproche à l'armée, mais on va nous dire que nous sommes en train de pousser à l'insurrection, parce qu'il y a des choses inacceptables quand vous êtes au courant, qui se passent dans notre armée. Inacceptable. D'accord, merci M. Maïga. M. Marico. Il n'y a pas d'armée qui échappe à la politique. Hein. L'armée dont il a parlé, les États-Unis, la France, etc., c'est des armées qui défendent les intérêts financiers de la France au-delà de ses frontières, des États-Unis au-delà de la France. C'est les armées qui exportent la guerre pour défendre les intérêts, les multinationales françaises, etc. Donc c'est une doctrine. Toute armée a une doctrine. Donc la doctrine militaire que nous avons connue de l'armée malienne, je dis qu'il y a deux républiques, moi je ne fais pas de mélange. Hein. La doctrine que nous avons connue de l'armée que Modibo Keïta avait donnée
c'était une armée pour asseoir notre indépendance, notre souveraineté. Et cette armée, il a dit, elle était éminemment politique, elle devait être éminemment politique. Le 20 janvier, comme on l'a fêté après Modibo, ce n'est pas la même chose qu'on le fait là. Le 20 janvier, l'armée était ouverte au peuple. Et vous prenez par exemple l'armée du Venezuela, vous prenez cette armée qui s'apparente un peu à l'armée malienne modèle Modibo à son temps. Cette armée, elle est une industrie militaire. Aujourd'hui, au Mali, le génie militaire a été créé, mais le génie, il vaut quoi aujourd'hui? Absolument rien. Donc la doctrine de Modibo, c'était une armée qui défend notre indépendance, notre souveraineté, mais c'est une armée collée au peuple, qui devrait travailler avec le peuple, et c'est pourquoi on ouvrait toutes les portes militaires pendant le 20 janvier, la célébration du 20 janvier. Les portes étaient ouvertes, on explique aux gens, et il y avait un service civique pour que chacun soit préparé à la défense de la nation, et l'armée encadrait le service civique. Ça, c'est une vision. Maintenant, cette vision a été balayée. On a cantonné une force militaire qu'on a dit armée de métier, et cette armée de métier, elle est là au service des régimes. On a vu l'armée comment elle s'est comportée pendant des années et des années par rapport aux populations. Nous avons connu l'amère expérience en 91 et ça continue. C'est pourquoi, si le politique ne revoit pas la question de l'armée pour la ramener à cette dimension, la première, alors on va continuer de cette manière. Et la première victime, c'est l'armée elle-même. Elle est victime de qui? Elle est victime de politiques en place, qui l'utilisent comme chair à canon pour défendre quel intérêt? Je dois rendre ici hommage au colonel Djabira, que j'ai eu la chance de rencontrer dans les débats au niveau de la Commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale. Il disait toujours, notre armée n'a pas de doctrine. Notre armée n'a pas de doctrine. Alors donc, quelle est la doctrine militaire actuelle? Alors donc, vous voyez, regardez un peu. Quelqu'un qui est soucieux d'une armée efficace ne va pas recruter les gens sur la base de l'argent qu'on donne. Pour être recruté militaire, il faut donner de l'argent. Pour avoir les galons, ceux qui sont sur le terrain, ce n'est pas eux qui bénéficient des galons. Ce n'est pas eux qui bénéficient des formations. Les formations sont sous le sceau du népotisme et de l'argent. Des gens, ils deviennent premiers dans le sport, dans tout, on les exclut. D'accord. Bon, donc, de ce point de vue, je dois lui dire que, en fait, l'armée dont on a besoin, on a besoin d'une armée au service du peuple, soutenue par le peuple, et qui a pour mission première, dans la situation actuelle, de nous débarrasser de ces tueries inutiles que nous sommes en train de connaître dans les différentes régions, à commencer de Ségou jusqu'à Kidal. Merci, M. Mariko. M. Touré. Le débat sur le rôle de l'armée, quel type d'armée nous devons avoir, va avoir lieu après que nous ayons résolu le problème dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il faut sortir de cette situation, d'abord. Ceci dit, le seul pays africain, ouest-africain, le seul pays ouest-africain qui n'a pas connu de coup d'État, c'est le Sénégal, qui a une armée vraiment républicaine. Et donc, c'est l'idéal. Mais quand je prends les grandes puissances, ils ont une doctrine très claire. En réalité, c'est comme Mariko l'a dit, c'est le ministère de la Défense qui détermine la politique étrangère des pays, malheureusement, de ces grands pays-là. Parce que l'industrie de l'armement, c'est la plus grande industrie de tous ces pays-là, pour tous ces pays, malheureusement. Et ils ont une autre doctrine, c'est que d'abord, la meilleure façon de gagner une guerre, c'est de l'éviter. Mais si vous ne pouvez pas l'éviter, elle ne doit pas se passer sur votre territoire, parce que c'est là-bas que la destruction se passera. Regardez en Syrie, si jamais Bachar gagne la guerre aujourd'hui, gagnez quoi? La destruction autour. C'est vous qui perdez si la guerre se passe chez vous. Le 11 septembre a été la seule fois où les États-Unis ont été surpris par une guerre qui s'est passée chez eux. Et à partir de ce moment, ils ont décidé de le faire ailleurs. Et ils sont en train de poursuivre. Alors, mais dans tous les cas, nous sommes dans une situation où la guerre se passe chez nous. Il faut pouvoir en finir avec ça. Il faut sortir de ça. Et pour cela,
il y a un certain nombre, et je dois dire de passage que ce déclin de l'armée n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis les mouvements démocratiques, hein, il faut le dire. Et donc, évidemment, on accuse toujours le régime en place, ce qui est normal, parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment pour pouvoir sortir de la situation. En tout cas, les efforts ne nous ont pas sortis là-dedans. Donc, ils sont accusés. Mais leurs prédécesseurs doivent être accusés aussi. Il a parlé du colonel Djabira, qui est mon promotionnaire, que je connais, qui est un ami d'enfance, qui est décédé à la Mecque avec le général Touré. Leurs corps, ils ont été enterrés là-bas sur place. Leurs corps n'ont jamais été rapatriés. Il y a eu 2 généraux, parce que Djabira a été nommé général quand même. Il était encore colonel, mais le 22 septembre 2010, il avait été déjà nommé général. J'étais à Brazzaville quand il m'a appelé pour m'annoncer son grade de général. Et le 20 janvier, il devait recevoir son grade. Malheureusement, il est décédé avant, donc je le considère comme un général. 2 généraux meurent, il n'y a pas une enquête. Et ils sont enterrés sur place. Comment voulez-vous donner... Et Djabira, quand même, était l'un des meilleurs soldats que nous avons ici au Mali. Il est d'abord physiquement et mentalement, et il a toujours été premier de toutes ses promotions, partout où il a été. Nous nous retrouvons dans une situation où c'est un problème de gouvernance générale. On nomme trop de généraux. Il y a eu un moment où on avait 87 généraux. Donc on va construire une armée de généraux, il n'y aura pas de soldats. Deuxièmement, puisqu'ils sont nombreux, on les envoie comme diplomates. Au ministère de la Défense, on nomme des diplomates au ministère. Et chacun se met à apprendre son travail. Mais c'est un phénomène général parce que si nous sommes en train d'analyser l'armée, mais l'armée c'est le reflet du peuple. C'est le reflet du pays actuellement. C'est nos frères et sœurs, nos enfants qui sont là dans chaque famille. Donc en réalité, donc c'est un problème de gouvernance. C'est la même chose quand on nomme un nouveau gouvernement. La moitié des nouveaux ministres vont venir rassembler leur cabinet. Monsieur Kokala Maïga, vous avez été ministre, je suis sûr que vous pouvez le confirmer. La plupart des ministres appelleront leur cabinet le premier jour pour leur dire, écoutez, je suis venu pour apprendre, je compte sur vous. Hein. C'est une façon pour eux de montrer qu'ils sont humbles, mais je suis désolé, un ministère n'est pas une école. On ne vient pas apprendre. D'accord, merci monsieur Touré. Mais rapidement, très rapidement. Je voulais justement faire la remarque, c'est pas... D'abord, vous savez, ici sur ce plateau, j'attends toujours Magma pour ce débat. Je ne suis pas pour la notion du mouvement démocratique, mais je dois quand même dire que la dégringolade de l'armée n'a pas commencé à partir de 92. La dégringolade de l'armée a commencé bien avant. Bien avant. Quelle période? L'exemple que je donne, en 90, les accords de Tamaracet. Les accords de Tamaracet ont été signés et c'est les accords de Tamaracet qui ont prévu le dégarnement des zones, de certaines régions du nord de la présence militaire. Deuxième chose, quand on gagne une guerre contre un mouvement de la rébellion, on ne va pas signer la reddition dans un pays étranger, Tamaracet. Donc je pense que la dégringolade de l'armée, j'ai eu la malchance ou la chance de faire la prison en 86 avec des militaires qui étaient des comptables à l'intendance militaire. À l'intendance militaire déjà, le problème c'est que l'armée souffrait du manque d'entretien de matériel, l'armée souffrait des problèmes de formation et de reconnaissance de terrain. Donc c'est un phénomène qui est allé crescendo, la destruction de l'armée. Elle allait crescendo. C'est vrai que le coup de massue a été donné par le régime de Alpha Mar Konaré et bon, donc Ibrahim Keïta est comptable de cette situation. Alors donc l'armée est vraiment malienne, ça a été la même chose que le processus de désintégration progressive de l'économie pour que nous ayons l'économie réelle. Et nous avons aujourd'hui une économie virtuelle d'affaires. Donc je crois que cet aspect, je voulais vraiment le préciser. D'accord. Merci. Réaction rapide? Vous savez, le sujet de l'armée, c'est un sujet généralement
délicat, en tout cas de mon point de vue. C'est pourquoi vous constaterez que je ne m'étends pas beaucoup sur les détails, parce qu'il faut faire beaucoup attention avec l'armée. Mais vous savez, la vérité historique, on ne peut pas la changer. Vous demandez à tous les militaires au Mali, ils vous diront que le démantèlement de l'armée a commencé à partir de 1991. Il y avait des problèmes de gestion dans l'armée. Ça, c'est sûr, comme dans tout organisme, vous prenez l'armée française, l'armée américaine, vous trouvez toujours des mécontents. Surtout quand il dit qu'il était en prison avec quelqu'un de l'intendance qui était en prison. Vous voulez qu'il dise du bien de l'armée? Surtout qu'il s'est retrouvé à cause de magouilles. Donc vraiment, ce n'est pas des bons exemples. Ou bien les accords de Tamanrasset. J'ai dit, vous pouvez demander au chef de l'armée. Les accords de Tamanrasset ont été signés après la victoire militaire sur la rébellion. Mais je crois que les politiques, les pouvoirs d'alors avaient tiré les leçons de la gestion de la première rébellion. Ils ont compris que tout ne se limite pas à vaincre les gens sur le terrain militaire. Et naturellement, les dirigeants rebelles, n'ayant pas confiance, ont demandé quand même que les premiers entretiens se tiennent dans un pays étranger. Ce sont des notables Touaregs qui ont fait l'intermédiaire. La réunion s'est tenue à Alger, ça a duré 9 heures de temps. L'Algérie n'a pas parrainé, le ministre algérien a fait un discours, il s'est retiré. Les Maliens ont négocié pendant 9 heures, ils ont conclu un accord cadre de 13 articles. Le fait de dire qu'on a dit à l'armée de quitter le Nord, vous savez, c'est une fable qu'on a racontée aux gens depuis 1991. C'est faux et archi faux. C'est que pendant la période des combats, aujourd'hui on nous parle de guerre asymétrique, c'est le nouveau terme, les présidents, les ministres, tout le monde l'entend. Toutes les guerres contre les rébellions sont des guerres asymétriques. En 1991, les gens ils frappaient à Menaka, ils frappaient vers Nara, ils frappaient d'un peu partout, ils n'avisent pas. Donc les guerres de rébellion ont toujours été asymétriques. Donc le commandement militaire s'est assis là, réfléchi pour repenser comment vaincre la rébellion. Ils ont multiplié les points, les postes militaires dans le pays. Ils ont fermé les frontières. Naturellement, lorsque la rébellion a été vaincue militairement et qu'ils sont rentrés dans des processus de négociation, la rébellion a demandé de diminuer le nombre de postes militaires. D'ailleurs, même si elle n'avait pas demandé, le pouvoir allait le faire parce que vous ne pouvez pas maintenir ces postes-là ad vitam aeternam. Donc ça a été fait comme une concession. Mais les bases militaires, aucune n'a été démantelée. Mais après, on a raconté beaucoup de choses aux gens, après 1991. Et beaucoup ont pris ça, oui, parce que l'armée a été, on a sorti. Mais même si c'était le cas, pourquoi quand le régime a changé, on n'a pas retourné ces bases-là? D'accord. Si c'était le cas. Ok, d'accord. Oui, d'accord, merci M. Maïga. Nous allons prendre toujours avec Iboussi un deuxième intervenant. Vous êtes libre hein, de réagir voilà, et de continuer à réagir. Finalement, je me résous à rester seulement dans le cadre de l'armée, seulement hein, comme thème ce soir finalement. Parce que là, il nous reste à peu près 25 minutes. Mais si vous ne parlez pas du dialogue national, les Maliens resteront je promets, le prochain dimanche. Voilà, dès le prochain dimanche, nous allons venir là. Ah, c'est ça le problème maintenant, Président. Vous voyez que ce n'est pas facile de programmer les débats avec vous. Ok, Ibu, on y va. Oui, d'accord, donc nous avons une question plateau qui est là, avec Paul Temeli. Et là, il y a beaucoup de gens qui parlent du sommet de Pau que j'entendais ici dans le public. Là. Sommet de Pau. Voilà. Hein. Donc, okay. Donc, il a une question. Là. Rapidement. Ok, bonsoir tout le monde. Ok, moi c'est Paul Temeli. Je m'adresse à M. Touré. Comme dans son intervention, j'ai entendu parler que l'armée malienne n'a pas, n'a pas de moyens. Maintenant, moi je pense qu'il y a eu 1236 milliards qui ont été alloués à l'armée. On a vu qu'il y a une partie de ces sommes-là a été détournée. Maintenant, quelle solution donnez-vous aux Maliens? Okay. Merci. Monsieur Touré. Merci. En fait, c'est une très belle question, mais ça me revient, je vais lier ça à ma réponse à la question précédente aussi, pour essayer de combler un peu, parce qu'on a parlé des accords de Tamanrasset. Malheureusement, tous les accords maliens ont été signés à l'extérieur. Il n'y a aucun accord malien signé entre les Maliens, malheureusement, à l'intérieur. Voilà, ils ont été signés à l'intérieur du Mali. On va négocier tous nos accords à l'extérieur. Regardez, quand les autres pays ont leurs problèmes, ils les résolvent chez eux. Le Burkina a eu ses problèmes, il les a résolus. Nous, on a été faire l'accord de Ouaga chez eux. Ça n'a pas marché. L'accord d'Alger, je n'ai rien contre, mais ça n'a pas marché.
l'accord de Tamanrasset aussi a ses défauts. À quand l'accord de Nyoro, l'accord de Molodo, de Ségou, de San. Il faut vraiment citer Molodo. Hein. Et ça, pour moi, c'est une préoccupation. Ça veut dire que nous, les Maliens, ne sommes pas capables de nous asseoir entre nous pour discuter. Et le cas de Tamanrasset est très bien concret. Effectivement, les Algériens n'ont rien fait. Ils nous ont seulement donné une plateforme pour parler entre nous. Mais alors, donc, on pouvait le faire ailleurs. On pouvait le faire chez nous. Pourquoi on ne l'a pas fait? On est le seul. Parce qu'on n'a pas gagné la guerre. Oui, mais non, on est le seul. Je crois qu'entre citoyens, nous pouvons nous asseoir et nous comprendre à un moment donné. Donc, j'espère que ce qui s'est passé à Pau viendra un jour au Mali. On aura un sommet de Bamako ou de quelque part ici, au Mali, où nous allons discuter nos problèmes. Parce qu'en réalité, quand l'accord de Pau s'adresse aux questions du Sahel, en général, 90% c'est le Mali. C'est les questions du Mali. En 2012, quand on faisait les réunions à Genève sur le Sahel, je participais. Mais en réalité, on disait le Sahel, mais c'est le Mali. Et donc, maintenant, pour revenir au détournement dont les détournements, il faut une tolérance zéro pour la corruption. Jusqu'au moment où on va arrêter les chefs, des chefs pour corruption, on ne va jamais s'en sortir. C'est une tolérance zéro. Ceux qui ont détourné les biens doivent aller en prison et puis rendre ces biens-là. Il le faut. Donc, tant que nous n'avons pas cette politique de tolérance zéro, il n'y a aucun moyen de déterrence de la corruption. Et la corruption commence, ça commence et ça se soigne au sommet. Et donc, Merci. Moi, je voulais juste dire que quand je parle de la dégringolade de l'armée, je ne vais jamais magnifier le régime de ce qui se disait du mouvement démocratique. Mais je ne vais pas non plus avaler des choses qui ne sont pas réelles. Mais, moi, je ne peux pas gagner une guerre et aller, même si c'est 20 secondes, sur un territoire étranger et corriger et signer un accord. Pour quelle raison? L'Algérie est un pays indépendant souverain, le Mali est un pays indépendant souverain, et en 1963, quand il y a eu la rébellion, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, je ne suis pas d'accord avec tous les aspects, mais quand il y a eu la rébellion en 1963, l'Algérie a aidé le Mali, comment? De quelle manière? Mais les choses sont terminées au Mali parce qu'il y avait une réponse politique nationale et une réponse militaire nationale. Ça a été cela. Alors donc, ce point de vue, moi, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Pour dire que la situation que nous vivons aujourd'hui, pour ce qui concerne l'armée de notre pays, c'est clair, vous parlez de 1230 milliards. Il est clair qu'il y a eu beaucoup de détournements. Ceux qui ont détourné ont fini, on les a critiqués. Ils ont été obligés de reconnaître qu'ils ont acheté des avions coulés au sol. Mais ceux qui ne disent pas, les militaires n'ont pas suffisamment d'armes pour des soldats capables d'avoir, des bataillons capables d'avoir 700 un effectif de 700 personnes. Vous trouverez 288 personnes pour lesquelles on donne l'argent des 700 personnes. La corruption est à tous les niveaux. C'est au niveau stratégique. Et le niveau stratégique de l'armée est lié au niveau politique. Donc c'est pourquoi je dis qu'il y a eu un travail de sabotage de la patrie et de l'État malien, de la nation malienne. Il faut prendre la mesure de cette situation-là. Parce que nous avons des hommes et des femmes dans cette armée extrêmement braves, extrêmement courageux, très engagés. Mais au niveau opérationnel, sur le terrain partout, ils transpirent, ils se battent comme ils peuvent. Mais ils sont lâchés par le commandement lié au pouvoir politique. C'est cet aspect-là que je veux qu'on fasse ressortir dans cette histoire-là. Pour dire que la question de l'armée aujourd'hui, on ne peut pas en faire un sujet tabou. Parce que nos vies sont menacées. Partout, nos vies sont menacées. Et les relations entre l'armée et les populations en place, l'armée est instrumentalisée au niveau de son niveau opérationnel et remontée contre les populations dès lors qu'on décrète que les Peuls sont des djihadistes. Parce qu'Amadou Koufa est Peul. Dès lors qu'on décrète que le Tamashek, l'arabe,
il est rebelle, et que tous ensemble sont des terroristes. Alors, vous allez envoyer des militaires avec une telle conception, une telle vision de la chose, sans aucun discernement, ça donne quel résultat? Et après, c'est facile de dire, les militaires ont tué, les militaires ont fait... Non, c'est l'instrumentalisation de l'armée qui fait cette situation-là, une armée qui se cherche elle-même. Je pense que pour tout dire, hein, pour avoir de l'espoir, les Maliens, l'armée attend son chef. Et l'armée attend son chef, et l'armée attend son chef suprême. Et dès lors que l'armée malienne a son chef suprême, des négociations sont possibles, des discussions sont possibles. Ça, c'est l'autre aspect de la question. Parce que je ne crois pas à une résolution militaire de la crise. Parce que la guerre, c'est une démarche politique. Et la guerre que nous connaissons aujourd'hui, et cette guerre, il faut pouvoir pointer du doigt sur sa nature, son origine. Et son origine, vous le savez tous, c'est deux. Au plan interne, c'est la mauvaise gouvernance, ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance, mais c'est la politique de liquidation de l'économie et de mettre sur place, faire la promotion des affairistes qui sont en lien avec les financiers internationaux. Et la deuxième cause, c'est la logique de la France à soumettre les pays africains qui étaient anciennement ses colonies pour pouvoir avoir beaucoup plus de retombées financières après avoir pris toute l'économie complètement en charge. Justement... La question à ce niveau-là, elle est politique essentiellement. D'accord, on va parler de ça tout à l'heure. Le dimanche prochain, nous serons le 26 janvier. Est-ce que tout le monde sera à Bamako? Le 26 janvier, je me ferai force d'être à Bamako. Monsieur Maïga. Le 26 janvier, je ne serai pas à Bamako. J'anime une conférence à l'extérieur. Ok, d'accord. Donc nous allons... donc reporter à plus tard. D'accord, nous allons passer... Mais il est important. Vous savez, moi je veux que quand on fait les débats, il y a les discours politiques, les discours de campagne. Mais à des moments donnés, c'est bon qu'on fixe la vérité pour l'histoire. Parce que tant qu'on ne construit pas les choses sur la vérité, là, on va toujours retomber dans les erreurs. Vous savez, après mars 83, on a construit trop de fables. Je dis ici, et vous pouvez demander à des militaires, les accords de Tamanrasset, c'est parce que la direction de la rébellion étant vaincue avait peur qu'on les prenne. Ils n'avaient pas confiance. Donc ils ont demandé qu'il y ait des négociations qu'on fasse dans un pays ami. Et c'est les notables Touaregs du Nord qui ont négocié les pré-accords. Et quand les gens se sont retrouvés, on leur a juste prêté une salle. C'est les Maliens entre eux qui ont discuté. Ça n'a pas duré des années, c'est 9 heures de temps. Donc on ne continue pas pendant des années à dire ces personnes ont fait à l'extérieur. Mais c'est l'application, c'est dans la mise en œuvre des accords en réalité que les gouvernements ont failli. La preuve, c'est qu'avant Tamanrasset, après Tamanrasset, la direction de la rébellion a dit qu'ils ont 250 personnes à intégrer, en tout et pour tout. Comment ils sont devenus 3600 après le pacte national? Comment ils sont devenus 63 000 aujourd'hui? Donc vraiment, il faut rendre la vérité telle qu'elle est. En 2003, Mariko, vous étiez à l'Assemblée certainement. Mais vous n'étiez pas à l'Assemblée. En 2003, vous pouvez demander. Il y a eu un débat à huis clos entre les députés et des officiers patriotes qui leur ont dit comment l'armée a été déstructurée, comment l'armée a été détruite. Ça, c'est des militaires assermentés. Et ils ont donné par étapes. Demandez à vos collègues. Donc, je veux que les gens sortent du discours politique lié l'armée à des régimes. Il y a la gestion au quotidien. Il a parlé de l'armée du Venezuela. Moi, ce n'est pas une armée du Venezuela que je vais au Mali, hein, honnêtement. Parce que l'armée là-bas défend le régime. Et c'est leur droit d'ailleurs. Moi, je ne suis pas contre le régime Venezuela. Je sais ce qu'on fait contre eux. Mais ne prenons pas des exemples comme ça. Si c'est une armée comme ça qui veut amener au Mali, moi, vraiment, je n'en veux pas. Hein. Moi, je veux vraiment une armée qui sera au service du peuple. D'accord. Monsieur Maïga, il faut qu'on Monsieur Maïga, je vous en prie, il ne nous reste plus que 10 minutes. Je ne suis pas sûr que vous aurez encore la parole si jamais ils la prennent avant vous. Pendant que vous avez le micro, alors 2 minutes, 3 minutes tout au plus. Alors, quel est votre point de vue
sur la présence de forces étrangères au Mali. Les forces étrangères, je vous ai dit depuis le début, c'est un sujet extrêmement important parce qu'il fait l'objet de beaucoup de débats de confusion de la part du pouvoir en place et d'une partie de la classe politique. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire un débat approfondi sur la présence des forces étrangères pour qu'on dise comment elles sont venues, pourquoi elles sont venues. Ces forces, les Maliens les critiquent aujourd'hui. Pourquoi? En 2013, je l'ai dit aux représentants de l'ONU, lorsque la MINUSMA et Serval ont été appelés au Mali, Serval, c'était pour 2 objectifs. C'est Jean-Yves Le Drian qui l'a dit en janvier 2013. Bloquer les djihadistes, restaurer l'intégrité du territoire national et lutter contre le terrorisme. Mais le bilan aujourd'hui, le Mali n'a pas recouvré son intégrité territoriale, le terrorisme s'est répandu au Mali, Serval s'est transformé en Barkhane à l'insu des Maliens. Personne ne sait comment Serval est devenu Barkhane. Personne. Le sommet de Pau, je veux que les Maliens, le sommet de Pau avait un objectif. C'est qu'avec la mort de 13 soldats militaires français, l'opinion publique française a commencé à demander des comptes. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les Maliens manifestaient pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. À l'ONU, à l'OTAN, tout le monde dit, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Les gens disent qu'ils ne veulent pas de vous. Donc, il avait besoin d'un papier signé en bonne et due forme pour présenter demain opposé aux Français qui vont dire qu'est-ce que vous faites là-bas. C'est leurs présidents qui ont demandé. Les Maliens qui vont manifester, ah, c'est votre président qui nous a dit de venir. À l'ONU, on va dire, voilà, ils nous ont appelés. À l'OTAN, la même chose. Parce qu'on vient dans un pays de 2 manières. La première manière, c'est le pays qui vous fait appel. C'est l'article 54 de la charte de l'ONU. C'est dans ce cadre qu'on a appelé Serval en 2013. C'est dans ce cadre que les Syriens ont appelé les Russes. C'est dans ce cadre que les Tchadiens ont appelé les Français. L'autre formule, c'est quand le Conseil de sécurité prenne une résolution. Mais quand est-ce que Barkhane a été décidé de venir au Mali? Parce que Serval, on sait comment c'est venu. Après, on nous annonce Takuba. Personne n'est au courant comment Takuba a été conçu. Pourquoi? Et les présidents applaudissent. Donc, c'est des sujets extrêmement importants sur lesquels il faut faire des débats approfondis. Parce qu'il faut que le peuple malien soit éclairé, qu'on évite de tomber dans les discours démagogiques ou bien des discours insultants où on dit que ceux qui manifestent contre les forces étrangères sont des ennemis du Mali. Merci beaucoup. Il faut qu'on arrête ça. Merci beaucoup, M. Maïga. M. Marico. Oui, je dois préciser que, en réalité, la frontière, on ne sait pas, entre ce que vous appelez vérité politique et ce que vous avez. Il n'y a pas de vérité dénudée, il n'y en a pas. Toute vérité est relative. Et donc, dans cette relativité-là, chacun pose le problème selon sa philosophie et sa vision. Et quand j'ai fait allusion à l'armée vénézuélienne, ça veut dire simplement pour voir comment le modèle armée vénézuélien peut être calqué sur le modèle malien des années 61. C'est ce que je voulais montrer, c'est tout. Alors donc, moi je ne veux pas non plus d'une armée qui me tire dessus, donc au service d'un régime pour des revendications scolaires. Ça, c'est une réalité. Alors donc, je précise. Oui. Ah, oui, mais oui. C'est absolument. Justement, vous avez. Justement, c'est là où je dis ce pays est assis sur du mensonge d'État, que ce soit du régime que nous avons combattu en 91 et des pseudo-démocrates qui étaient en réalité les pâles copies de ce régime que nous avons fait partir. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit qu'il y a 2 républiques au Mali. C'est par mensonge également et déformation que nous parlons aujourd'hui de 3e République. Il n'y en a pas de 3e République. Il y a 2 régimes complètement différents. Alors donc, je voulais simplement dire, si je suis victorieux d'une rébellion, je ne signe pas d'accord. Je ne signe pas d'accord. À Tamaracet, à Alger, à ceci, je ne signerai pas d'accord. En son temps, on n'a pas signé d'accord. Donc, il faudra reconnaître que les forces étaient au moins à égalité. Si ce n'était pas des forces vaincues, pour qu'on dise, oui, allons-y de ce côté-là, on va les signer les accords. Donc vraiment qu'on arrête ces choses-là. On veut changer le pays, il faut commencer par dire la vérité aux populations maliennes. Maintenant, pour ce qui concerne les forces étrangères, ceux qui n'ont pas pu venir, qui n'ont pas pu voir
Serval se transformer en Barkhane, non plus n'ont pas vu que c'est la France qui a organisé la partition du Mali par la création d'un mouvement de rébellion sur les Champs-Élysées. C'est clair. C'est ceux-là, eux, les mêmes qui ont appelé les Français à venir dans notre pays pour les protéger de qui? Des mouvements politiques, politico-militaires qui avaient sonné leur glas et qui avaient fait pourtant des ouvertures pour que les gens débattent. Ils ont refusé de débattre. La même situation s'est passée au Burkina Faso. Ils ont débattu, ils ont parlé. Même les gens de Blaise se sont assis avec ceux qui ont chassé Blaise pour parler. Ici, des politiciens sont permis d'aller appeler le Burkina Faso, d'aller appeler la Côte d'Ivoire pour bloquer les armes maliennes, pour ensuite dire à la France, viens nous sauver, en sachant évidemment que c'est la France qui a liquidé Kadhafi et qui a créé le MNLA. Je crois que ça aussi, c'est des vérités. C'est des vérités qu'il faut, aujourd'hui, il faut les sortir dans toute leur nudité. Et le dépeçage de l'armée est dans cette situation-là. Je dis clairement, aujourd'hui, Pau n'avait pas besoin d'être fait parce que M. Macron avait déjà reçu sa réponse. Macron avait demandé, venez me dire si c'est vous qui nous avez dit de venir ou pas. Ils ont déjà répondu ici avant de partir. Donc il restait quoi? Aller affecter des stratégies avec Macron pour comment dompter leur peuple, pour que ces peuples ne ripostent contre cette politique assassine de notre indépendance et de notre souveraineté. C'est ce qui s'est passé. Alors donc, je vais vous dire que le commandement malien de l'armée doit être revu. Il y a 800 militaires qu'on a radiés. Imaginez simplement qu'un militaire qui est blessé au front, évacué sur Kati, est radié. Pourquoi? Toutes ces radiations, c'est pour que des gens empochent les 50 000 francs CFA de ces pauvres soldats sur le front. Ce n'est que ça. Donc l'affairisme a atteint à un niveau extrêmement grave de l'armée qu'il faut stopper. Et tu ne peux pas stopper cela sans toucher au chef suprême de l'armée. L'armée malienne attend son chef suprême, l'armée malienne attend son chef militaire. Et dès qu'elle aura ça, elle va nous sortir de cette situation-là, parce que le commandant, le chef suprême de l'armée, va engager le pays dans un dialogue pour arrêter l'effusion de sang actuelle. Parce que c'est le politique qui peut le faire. Merci beaucoup, M. Mariko. Monsieur Touré, 2 minutes, 3 minutes. Vous savez, oui, merci de me donner l'occasion de dire 2 mots sur ça. Parce que, en fait, on essaie de trouver la solution à un problème ici. Hein, et ne perdons pas ça de vue. Et il ne faut pas chauffer les esprits. On n'est pas en campagne électorale. Et on n'est pas là pour un changement de régime non plus. Et les faits sont têtus. C'est là. Et donc, il faut sortir ça. Comment sortir ça? Et c'est ça qu'il nous faut. Et moi, je dirais que la France seule ne peut pas nous sortir de la situation actuelle. Ça l'a prouvé. Depuis 2012 qu'ils sont là, ils n'ont pas pu le faire. Nous avons besoin d'aide extérieure. Mais on sait que la France seule ne peut pas le faire. Il y a eu des situations que la Russie vienne, mais cela n'exclut pas la France. Moi, j'imagine un modèle qui existe déjà d'ailleurs. Vous savez, quand vous analysez la situation en Libye, et les alliances en Libye et les alliances en Syrie, vous voyez que 2 armées qui sont ennemies ici sont amies de l'autre côté. Et donc, je ne vois pas pourquoi nous ne ferons pas appel à d'autres personnes, d'autres pays qui viendront en aide, et tout en continuant notre coopération. Ce n'est pas le moment de changer de fusil d'épaule, mais d'ajouter encore plus de force à nos fusils. Et donc, moi, je pense que cette situation-là doit être analysée. Nous ne pouvons pas... Je ne suis pas aussi d'accord avec une armée à la vénézuélienne. Hein. Ce n'est pas la révolution bolivarienne ici qui va nous sortir de la situation. On va sortir... Le communisme, c'est fini. Le communisme est mort. Ah bon, c'est le communisme? Ah oui, Comme le Venezuela, c'est pas le communisme, quand même. Bon, on reviendra sur ça après. Non, c'est pas le communisme, le Venezuela. Vous savez, Monsieur Touré, rapidement, il faudrait que, en fait, ce qui se passe dans l'armée est le reflet de ce qui se passe dans tout le pays, dans tous les autres secteurs. Et donc, le problème doit se résoudre dans sa globalité. Et nous devons avoir une justice sociale dans le pays, une tolérance zéro pour la corruption, une bonne gouvernance. Et je crois que, et c'est pourquoi il était important que nous parlions de la conférence nationale qui vient de terminer. Oui, et le DENI, le dialogue national.
il est important parce qu'il y a un certain nombre de choses qui sont sorties de ça et donc qu'il est important d'analyser. Et moi, j'appelle encore aux Maliens de voir comment nous pouvons tous nous retrouver. Opposition, pouvoir politique et ceux qui ne sont pas, qui ne sont ni d'un camp ni de l'autre, que tous les Maliens se retrouvent, qu'on essaie de résoudre notre problème ici, sans débat politique, avec la tête froide et vraiment avec une solidarité, sachant que les Maliens, si nous nous entendons, nous pouvons résoudre nos problèmes. Merci beaucoup, Monsieur Touré. Mesdames, Messieurs, c'est pour vous dire que sur ces mots, alors va prendre fin votre émission débat politique de ce soir qui avait 3 sous-thèmes, le 59e anniversaire de l'armée malienne, le sommet de Pau et la présence des forces étrangères, et enfin les derniers et ses résolutions. Et comme vous pouvez le constater, nous n'avons pu en réalité parler que du premier sous-thème, avec la promesse, mesdames, messieurs, de revenir sur les 2 autres sous-thèmes dès le dimanche prochain, peut-être avec les mêmes acteurs ou peut-être avec d'autres. Et nous avons eu tout le plaisir de recevoir Dr Oumar Mariko, président du parti SADI, Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Vous pouvez l'applaudir. Hein? Voilà, nos seconds invités étaient Dr Amadoun Touré, candidat de l'Alliance Kaïra, et enfin Dr Shogel Kokala Maïga, président du parti MPR, Mouvement patriotique pour le renouveau. Nos félicitations une fois de plus à l'association Union nationale des sociétés coopératives des exploitants et producteurs forestiers. Vous pouvez vous applaudir. Mesdames, Messieurs, nous vous remercions, vous qui nous suivez régulièrement. Merci pour votre fidélité. Nous nous donnons rendez-vous dimanche prochain pour un autre débat. Au revoir.